Bonjour à tous, nouvelle critique manga aujourd'hui consacrée à Shiori et Himiko dans la tête décapitée, manga de Daijiro Morooshi, sorti en 2006 aux éditions Doki Doki, dans un grand format avec une couverture, comme vous pouvez le voir, assez atypique. Alors pourquoi j'en parle maintenant alors que le truc a plus de 15 ans? C'est tout simplement parce que je l'ai trouvé d'occasion au fin fond d'un rayon, et je me suis dit, pourquoi pas tenter, et peut-être que je vais trouver une perle rare. Et du coup, je vous en parle parce que si ça peut vous permettre de le découvrir, surtout que son prix est très abordable, vous pouvez le trouver aux alentours de 5 € je pense, 5-6 €. Et écoutez, ça sera quelque chose d'assez sympathique puisque le tome m'a surpris. Alors l'histoire, tout simplement on suit les aventures surnaturelles de Shiori et Himiko de manière épisodique, chaque histoire courte révèle un aspect mystérieux et malsain de la ville où résident les deux jeunes filles. Donc entre autres elles s'occupent d'une tête décapitée, elles font du babysitting avec Cthulhu, doivent affronter des malédictions locales et des apparitions. Il faut noter d'ailleurs que, à l'instar de Baptism de Kazuo Umezu, ces histoires angoissantes sont parues dans un mangashi pour filles. Donc l'horreur n'est pas celle escomptée, elle est plus nébuleuse, moins graphique, mais c'est justement là le point fort du titre, qui est vraiment une très bonne surprise, tant l'humour est subtil et l'imaginaire est perturbant. Selon moi, aucune histoire n'est à jeter et la plupart ne sont pas rangées dans la catégorie horreur en fait, mais plus dans le surnaturel ou tout simplement dans le cabinet de curiosité, tantôt amusante, tantôt glauque. Pour ce qui est du dessin, il est vraiment très rustique, avec un aspect très vieillot tout en restant en adéquation avec l'inquiétante étrangeté du récit. Quand bien même certaines scènes d'action peuvent se révéler un peu trop statiques, mais c'est un crayonné bien atypique et totalement propre à l'auteur. Donc comme je le disais, la narration est épisodique, mais à la manière d'un Kitaro de Mizuki ou d'un Carnet de massacre de Shintaro Kago, les éléments des histoires courtes restent dans la diégèse et reviennent parfois au fil des pages. La lecture est rapide, aucune faute de rythme ni de goût. L'alchimie entre le duo des protagonistes fonctionne très bien, certains de leurs choix peuvent paraître absurdes, mais ça sert un humour noir assez présent et ma foi fort agréable. Mais ce qui choque le plus, et ce qui rend cette lecture assez indispensable, c'est le détachement des personnages pour ce qu'ils sont en train de vivre, le décalage entre leurs réactions devant certaines situations absolument abominables. Des personnages surprenants couplés à un imaginaire riche et très curieux qui préfèrent nous laisser imaginer certaines choses plutôt que de nous les montrer frontalement. Très inspirés du folklore japonais, à ses yokai et à ses légendes urbaines, les amateurs de Shigeru Mizuki et de Yoshiharu Tsuge s'y retrouveront. Pourquoi Tsuge? C'est vrai que son titre est loin des gekiga cauchemardesques et sibyllins de la figure de Garo, mais certaines thématiques peuvent laisser penser que Morooshi ait pu s'en inspirer, comme les édifices fantômes par exemple, des bâtisses visibles par certains et invisibles pour d'autres. La frontière entre le rêve ou le cauchemar est donc assez bien gérée et proche de ce que fait Yoshiharu Tsuge. La prédominance des livres est aussi à souligner, en fait il y a énormément de situations qui se voient être provoquées ou totalement résolues par des bouquins absurdes, comme par exemple Comment élever une tête décapitée, ou Invitation au suicide, ou encore Insectes insolites. Les livres sont alors à la base de l'angoisse, et c'est un parti pris que j'avais encore jamais vu, jamais rencontré, comme pour se souvenir que la base de nos peurs imaginaires existe sur papier. Pour finir, des références sont glissées au fil du récit, par exemple aux créatures Lovecraftiennes, à Alien de Ridley Scott, à Shining de Kubrick, ou simplement à Alice in Wonderland au regard de l'univers cauchemardesque de la ville. En définitive, une lecture fort intéressante et vraiment atypique de par son traitement de l'épouvante, très symptomatique de ce que les auteurs peuvent accorder aux magazines de prépublication pour filles, et pour le décalage et le détachement de ses personnages. Une première dans mes nombreuses lectures de frissons. Donc si vous le voyez pas cher, allez-y, c'est un petit ovni inconnu qui élargira vos connaissances sur le folklore japonais à coup sûr.